Cours de mathématiques algébriques, les groupes finis et le groupe symétrique Sn. Donc on se donne dans tout ce cours tout le temps un groupe G fini d'ordre n, c'est-à-dire qu'il a n éléments. Bon. Bien sûr, on a le fameux théorème de Lagrange qui dit que tout élément d'un groupe est d'ordre P, mais qui divise à chaque fois n. Bon. Après, nous avons la proposition que si H est un sous-groupe de G, alors n est égal au cardinal de H multiplié par le nombre de classes qu'il y a dans le quotient de G par H. On en déduit que si G est monogène, c'est-à-dire que si G est égal à la partie génératrice d'un seul élément, X, on a l'application naturelle qui a Z un entier relatif, à tout M entier relatif, associe l'élément du groupe X puissance M. On voit rapidement que c'est un morphisme surjectif. On utilise aussi le lemme que tout sous-groupe de Z est monogène et qu'il existe un N, un entier, tel que ce sous-groupe est exactement égal à N fois Z. On en déduit immédiatement la proposition que tout groupe cyclique est isomorphe à Z sur NZ. Donc un groupe cyclique, c'est un groupe monogène et fini. On en déduit le lemme que si X est un générateur de Z sur NZ, donc un groupe cyclique, c'est équivalent au fait que X est premier avec N. Et l'ensemble des générateurs, on le note, les unités de Z sur NZ. Par définition, on définit que phi de n, c'est la fonction indicatrice de l'air, et c'est égal au cardinal de Z sur NZ étoile, les unités. Puis, on a le lemme très utile, le lemme des restes chinois. Si on a deux entiers premiers entre eux, n et m, alors on a un isomorphisme naturel entre Z quotienté par NM Z, qui est isomorphe à Z sur NZ, produit Z sur MZ. Donc on en déduit que pour l'indicatrice de l'air, le phi d'un produit est égal au produit des phi, c'est-à-dire phi de NM égale phi de M fois phi de M. On en déduit immédiatement que si P est un nombre premier, et quel que soit l'exposant K, on en déduit que l'indicatrice de l'air de P puissance K est égale à P puissance K moins 1 multiplié par P moins 1. De là, on en déduit le fameux théorème que l'indicatrice de l'air phi de n est exactement égale à n fois le produit pour tous les nombres premiers divisant n de 1 moins 1 sur P. On a par là le théorème de Fermat, le petit théorème de Fermat, qui dit que si x est premier avec n, alors x puissance l'indicatrice de l'air est congrue à 1 modulo n. Et si, bien sûr, P premier et P ne divise par X, alors X puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. On en a immédiatement la proposition que tout sous-groupe d'un groupe cyclique est cyclique. Et enfin, on en arrive au théorème fondamental des groupes finis, qui est que quel que soit le groupe de cardinal n,
G, ce groupe-là, est isomorphe à un sous-groupe du groupe symétrique Sn que l'on va voir immédiatement après. Donc en fait, on arrive à plonger n'importe quel groupe d'ordre n dans un énorme groupe Sn, le groupe symétrique, de telle sorte que par plongement, ce groupe de départ G est un sous-groupe de Sn. Donc maintenant, on va voir ce que c'est que le groupe symétrique Sn. Donc, on se donne un ensemble X constitué de n éléments que l'on va noter 1, 2, 3, n. Et puis, on va se donner une bijection B de X dans X. Et cette bijection, on va l'identifier à la matrice de la bijection B, M de B, qui est donc une matrice n de n croix n, telle que les coefficients de la matrice sont exactement MIJ, donc le ligne I colonne J. C'est égal à 1 si l'image de I est égale à J par la bijection, et 0 sinon. Donc en fait, à toute bijection d'un ensemble X, on lui fait correspondre de manière bijective une matrice composée que de 0 et de 1. Une matrice dans n croix n. Une matrice de taille n croix n. On démontre facilement que l'ensemble des bijections est muni naturellement d'une loi de composition interne qui est la composition. On peut composer les bijections. Et en fait, ce groupe des bijections avec la loi de composition s'envoie naturellement dans les matrices de taille n par n, qui est aussi, si on regarde les matrices inversibles, qui est aussi un groupe pour la multiplication des matrices. Donc, par ce morphisme, on en déduit que pour calculer plus facilement B rond B', eh ben en fait, on calcule la matrice de B fois la matrice de B'. Et tous les calculs se font bien dans l'algèbre des matrices, par correspondance. On en déduit que la matrice de B-1, parce que toute bijection admet un inverse, qui est aussi une bijection. Donc la matrice de B-1, eh ben c'est exactement égal à la matrice opposée de la matrice de B. Maintenant que l'on a formé notre groupe Sn, qui est donc le groupe des bijections de X dans X, muni de la loi de composition interne. Donc, on définit deux nouveaux ensembles. Donc, on se donne une bijection dans Sn, une permutation, comme on appelle aussi, sigma. Donc, pour toute permutation sigma de Sn, pour toute bijection, on note le fixateur de sigma, fixe de sigma. C'est l'ensemble des x, petit x, appartenant à notre ensemble grand X, tel que sigma de x égale x. C'est les points fixes. Et bien sûr, c'est un ensemble fermé dans un ensemble fermé, fini. Donc, on peut définir la notion de complémentaire. Et donc, on note le support de sigma, qui est exactement égal au complémentaire du fixateur de sigma. C'est-à-dire que le support de sigma, on aura toujours que sigma de x est différent de x par construction. Donc maintenant, on arrive au lemme très utile,
que si on se donne deux bijections, sigma, sigma prime dans Sn, si le support de sigma et le support de sigma prime sont totalement disjoints, c'est-à-dire que leur intersection est réduite à l'ensemble vide, alors ces deux permutations bijectives commutent. C'est-à-dire qu'on a sigma rond sigma prime égale sigma prime rond sigma. Très utile. Puis, on définit ce qu'on appelle l'orbite par rapport à sigma du vecteur x, de l'élément x. Et bien, c'est égal à l'ensemble des sigma puissance n de x, quel que soit n entier relatif. On fait toutes les puissances, x, sigma de x, sigma carré de x, sigma cube de x, et bien sûr, sigma moins 1 de x, sigma moins 2 de x. On fait toute son orbite par rapport à sigma. On en déduit immédiatement que dans notre cas où notre ensemble est fini, x, nécessairement, l'orbite est finie aussi comme sous-ensemble d'éléments. Donc on note que le cardinal de l'orbite de x par rapport à sigma, on le note P de sigma de x, un entier naturel, le nombre d'éléments qu'il y a dans l'orbite de x. Maintenant on définit un cycle sigma appartenant à Sn, tel que le support de sigma vérifie une propriété, c'est que quel que soit xy appartenant au support de ce cycle, il existe un entier, n, tel que y égale sigma puissance n de x. On voit facilement que le sous-groupe engendré par sigma, un cycle, est bien sûr inclus dans Sn et est isomorphe à Z sur le nombre d'éléments du cycle Z. Z sur PZ. On en déduit la proposition suivante, que pour toute permutation bijective de Sn, eh ben, on peut décomposer de façon unique, à classe d'équivalence près, en produit de cycles à support disjoint. Toute permutation bijective, sigma de Sn, est produit de cycles, de permutations cycliques. Comme deuxième propriété, on a encore plus fort, c'est qu'on peut décomposer n'importe quelle permutation bijective en un produit de transposition. On a droit qu'aux transpositions. Et une transposition, c'est tout simplement un cycle d'ordre 2. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux éléments, x, y, qui se permutent. Et troisième propriété, on peut faire encore plus fort. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prendre toutes les transpositions. On a besoin, par exemple, de prendre que les transpositions 1, J. C'est-à-dire qu'il y a 1 associe J et à J associe 1. On peut se limiter qu'à ces n-1 transpositions. Et on peut faire encore mieux. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre ces transpositions-là, on prend d'autres transpositions, une autre famille de transpositions, les transpositions I plus 1. C'est-à-dire qu'il y a I associe I plus 1 associe I. Puis, une dernière propriété, c'est qu'on peut faire, d'un certain point de vue, encore mieux en diminuant le nombre de générateurs et descendre à seulement 2 générateurs. Bon, là, on ne pourra pas faire mieux. Eh ben, il suffit de prendre la transposition sigma de 1, 2, une transposition, 1, 2, et le cycle 1, 2, etc. n, le cycle entier de l'ensemble X. Donc on prend une transposition et un cycle, et on arrive à démontrer, particulier bien sûr, et on arrive à démontrer qu'ils engendrent toute permutation bijective.
Donc bien sûr, le cardinal de ce groupe Sn, on l'a pas fait avant, mais on aurait pu le faire, démontrer par récurrence, on démontre facilement qu'il a n factoriel éléments. Maintenant, on définit un nouvel objet qu'on appelle la signature de sigma du groupe Sn, une permutation bijective. Qu'est-ce que sa signature? Eh bien, on définit la signature de sigma comme étant égale au produit, pour tous les couples J dans N avec I strictement plus petit que J, du rapport sigma I moins sigma J divisé par I moins J. Donc en fait, comme on fait le produit sur toutes les permutations, on voit en fait que c'est un produit de plus ou moins 1. Des fois ça fait plus 1, des fois ça fait moins 1, tous ces rapports conjugués entre eux. Et donc en fait on voit facilement que la signature, parce que c'est une bijection, que la signature de sigma appartient à plus ou moins 1. On dit que sigma est pair si sa signature est égale à plus 1, et bien sûr impair sinon. De là, une proposition magnifique qui nous dit que l'application signature du groupe symétrique dans plus 1 moins 1 est un homomorphisme de groupe. Et en plus, c'est le seul non trivial, parce que bien sûr, il y a l'identité qui marche toujours, mais à part l'identité, il n'y en a pas d'autre d'homomorphisme de groupe. De là, on définit naturellement le noyau de la signature, qui est forcément un sous-groupe distingué, et on l'appelle AN, le groupe alterné d'indices N. Donc bien sûr, AN est un sous-groupe distingué de Sn, et le quotient de Sn par AN est d'indice 2. Donc, on arrive à la proposition fondamentale suivante. C'est-à-dire que si on se donne une permutation bijective donc un élément de Sn, qui est un cycle d'ordre P, c'est-à-dire que d'un certain point de vue, on peut dire que sigma s'identifie au cycle x1, x2, xp. Et on a que quel que soit phi, une permutation bijective de Sn, on aura toujours que phi rond sigma rond phi moins 1 est égal au cycle phi de x1, phi de x2, phi de xp, qui est encore un cycle d'ordre P. Et réciproquement, deux cycles d'ordre P, sigma et sigma prime, sont conjugués, c'est-à-dire qu'on peut toujours trouver un morphisme bijectif, un élément de Sn, phi, tel que phi rond, sigma rond phi moins 1 égale sigma prime. De là, on a la proposition très utile suivante. Donc, si on se donne une permutation bijective sigma de Sn, telle que sigma est un produit de cycles à support disjoint, C1, C2, CK, comme on l'a vu dans une proposition précédente, alors on dit que l'ordre de sigma est égal au PPCM des ordres des cycles. C'est-à-dire que si on a un cycle d'ordre 2 et un cycle d'ordre 3, dans sigma, eh ben son ordre sera 2 fois 3 égale 6, le PPCM. Et enfin, on finit par un théorème fondamental, le dernier, dans cette introduction. C'est que pour tout n supérieur ou égal à 3, et attention, le fameux le cas exceptionnel n égale 6, donc on veut pas n égale 6, donc pour tout n supérieur ou égal à 3, sauf exceptionnellement 6, et bien sûr pas 2 parce que c'est trivial,
Les automorphismes de Sn sont exactement égaux aux automorphismes intérieurs de Sn, qui sont à isomorphisme près égal à Sn. Alors ça, c'est très surprenant. La première fois qu'on voit ça. Et donc, l'étude de la structure de Sn est fondamentale comme structure profonde de l'étude de tous les groupes finis. Et donc, on voit que tout sous-groupe d'un groupe de Sn peut se décomposer en produit de cycle à support disjoint, et donc à un produit de Z sur NZ.